Quand je rentre dans quelque chose, j'ai envie de Tu comprendre le en fais à entier. fond jusqu'à ce que tu deviennes expert, quoi, que tu aies compris les choses. Sinon, je le fais pas du tout. Le truc, c'est que quelqu'un avec qui tu vas te lier d'amitié très très vite, bah, c'est quelqu'un qui est exactement comme toi. Mais le problème, c'est que cette personne-là, si c'est toi, tu t'associes avec toi, tu divises juste par deux le même potentiel, ça sert à rien. En fait, le sport, c'est peut-être la seule chose où quand tu commences, si tu vas assidûment, tout le monde est certain de réussir. Enchanté, bon, je me considère vraiment pas comme grand entrepreneur, mais avec plaisir pour échanger. Ouais. Et je voulais commencer par montrer rapidement ton Instagram si t'es ok, parce que je trouve que tu as posté deux réels qui sont extraordinaires pour faire une introduction et ensuite on rentrera dans le vif du sujet. Un grand bravo à toute l'équipe. Un grand merci à toute l'équipe. Ce voyage, on l'a fait ensemble, on l'a mérité ensemble. On a fait ces 4 millions ensemble et on va construire la suite ensemble. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais vu comment c'est parti, j'ai pas trop peur. C'est assez incroyable, quand j'étais jeune, tu sais, je lisais des magazines sur les entrepreneurs de la Silicon Valley qui faisaient des team building extraordinaires et qui remerciaient énormément les gens qui l'avaient aidé à réussir. Et quand j'ai vu que tu avais fait ça, un mois à Bali avec ta team, on en parlera plus en profondeur après, je trouvais ça extraordinaire. Ok, super intéressant qu'on commence par ça. Bon, du coup, la plupart des gens là qui écoutent me connaissent pas, je détaillerai un peu après, mais en gros, on avait des objectifs qui étaient assez élevés pour une année, donc c'était l'année 2021, et je sentais que c'était possible de les atteindre. Du coup, je les ai mis encore plus haut, à savoir, du coup, j'ai donné l'objectif d'atteindre 4 millions d'euros de chiffre d'affaires sur cette année-là. Et si c'était atteint, je leur avais promis un mois à Bali pour tout le monde, tout frais payé par la société. Ce qu'on a fait, et du coup, le Reels là que vous avez vu, c'est un merveilleux souvenir qui moi aussi me donne des frissons et me rappelle tous ces moments. Et parce que pour moi, c'était plus juste de le faire de cette façon-là, et je l'ai vraiment fait avec le cœur. Je pourrais en parler pendant vraiment longtemps, parce que j'en ai fait un post LinkedIn qui m'a valu beaucoup de critiques ensuite Ah ouais? par Ok. rapport à l'écologie, etc. En fait, j'ai fait un Ah, post LinkedIn pour expliquer que en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait Bali, je l'ai fait pour capitaliser sur rien. C'est-à-dire que je me suis pas dit, je calcule la rentabilité de chaque salarié et grâce à ce budget-là, j'en mets un budget pour Bali, etc. Et je l'ai vraiment fait avec le cœur et c'est ce que j'ai écrit sur LinkedIn. Ça a été un fléau de haine et de colère par rapport à l'écologie parce que c'est une catastrophe écologique que de prendre un avion pour 12 personnes, etc. Ce que ouais, dans un ok. sens, je peux comprendre. Après, franchement, ils sont partis vraiment loin. Dites-vous, mon post LinkedIn, il a fait 600 et quelques likes. Il y a un Ah oui. commentaire qui a fait 1200 likes. Genre, il y a un Wow. commentaire qui a fait 2 fois plus de j'aime que mon post parce que les gens étaient un peu haineux par rapport à ça. Donc, bon, tout ça pour dire que moi, j'en suis fier. À refaire, je le referai. Je trouve que c'était une énorme expérience. C'était génial. Et je pense que c'est pas ça qui détruit la planète au final. Clairement Et pas. Je pense que la majorité des gens qui ont critiqué ont sans doute déjà voyagé plus d'une fois, j'imagine, et le succès apporte ouais, la critique, sûrement. j'imagine. Bien sûr, et sûrement on pollue plus que nous. Mais bon, c'était plus pour voilà, donner un peu l'entièreté de ce qui s'était passé par rapport à ce voyage. Ok. Et oui, c'était vraiment pour remercier les gens et le faire avec le cœur. Et c'est ça que je pense que c'est aussi ce qui fait que la boîte fonctionne aujourd'hui. Donc, c'était la Super continuité de intéressant. ça. Voilà. Bah, c'est génial. Moi, c'est l'une des choses qui m'a vraiment inspiré chez toi, ce qui a fait qu'on a connecté et qui a fait que j'ai voulu te mettre dans la lumière sur notre podcast, parce que c'est quelque chose qu'on voit assez rarement au final. Et je trouve que tout ce qui est remerciement, gratitude, expérience de vie, personnellement, c'est pour ça que j'ai créé Step Up, que je joue au poker, c'est pour pouvoir vivre ce genre de moments de vie avec mes proches et les collaborateurs, etc. Peut-être avec vous qui sommes dans le chat, un jour on pourra se rencontrer et vibrer aussi comme ça, qui sait. Et ça, c'est juste extraordinaire. Moi, j'ai l'impression que c'est pour ça, en tout cas, que je vis. Donc, de voir que des personnes le font comme toi dans leur business, c'est top. Donc, bravo et merci. Je vais enchaîner sur le deuxième réel qui parle un peu plus de ta vie. Et après, on te posera des questions 100% en partant d'en bas. Quand j'avais 12 ans, mon but dans la vie, c'était d'avoir un réseau de pages Facebook tellement gros que, en postant sur mon téléphone, je pouvais toucher des centaines de milliers de personnes, dont des gens que je connaissais, dont mes potes au collège ou des gens devant moi dans le bus. À chaque fois que je rentrais de l'école, en fait, je postais sur mes pages, j'essayais d'avoir un nombre de likes le plus important possible jusqu'à ce que ça atteigne des centaines de milliers de j'aime sur toutes mes pages. Et à ce moment-là, je vendais des publicités pour 5 balles, 10 balles, je faisais ça avec les moyens du bord, jusqu'à ce que à 16-17 ans, j'atteigne 500 euros sur mon compte.
jusqu'à ce que des vraies marques me contactent, et en fait je comprenne qu'il y a un business derrière tout ça, et que je devais mettre tout mon focus sur les réseaux sociaux. Lui qui a changé ma vie, c'est lui que j'ai rencontré il y a 1 an et demi, qui m'a fait investir là-dedans, prendre connaissance des réseaux, de la puissance des réseaux et tout ça. Super. Levez la main ceux qui connaissent Vidéo Folle. Alors Armand, on le disait, Beyond, c'est tout simplement 19 millions d'abonnés, 912 millions d'impressions par semaine et 12 likes par seconde. On n'a pas le budget pour les affichages publicitaires. Et maintenant, je vais remercier toutes les personnes sans qui l'histoire de Beyond ne serait pas du tout celle-là aujourd'hui, à commencer par Tristan de Feuillet-Vang, Pascal Berger, Sylvain Pagès, Julie Bourges, Agathe Dussol et Johan Gagnery, Patrick Pellonero, Viviane Emerian, Nathan Senaoudja, Arthur Rebeuf, Sacha, Romain, Céliane, Robin, Jordan, Chloé, Laurane, tout le reste de l'équipe et toutes les personnes qui m'ont toujours soutenu de près ou de loin. Merci aussi à Albin, mon petit frère, qui a aussi toujours soutenu le projet. J'espère que mon parcours t'inspire et te poussera toujours à te dépasser et à donner le meilleur de toi pour la suite. Ce qui est cool, c'est qu'on a une passion commune qui est le poker et le business. Donc let's go, je te laisse te présenter en quelques mots comme tu veux et dis-nous qui tu es, d'où tu viens. Bon déjà merci beaucoup pour l'invite. J'ai commencé quand j'avais 12 ans à construire des audiences sur Facebook parce que ça m'amusait. En fait mon vrai kiff à ce moment-là c'était de me dire que j'arrivais à atteindre les gens qui étaient autour de moi au collège ou dans le bus. Je me disais c'était ouf en postant sur mes pages Facebook de pouvoir atteindre des gens qui sont mes potes ou même des gens que je connais pas en fait. Donc j'ai commencé à construire des audiences là-dessus et à essayer de prendre les choses comme un jeu vidéo, c'est-à-dire que je me disais je veux atteindre le plus de likes possible sur mes pages. Donc à l'époque c'était des pages Facebook et de fil en aiguille j'en ai appris une tonne de choses sur comment marche l'algorithme des réseaux, qu'est-ce qui fait que les pages montent, etc. etc. Et j'ai très rapidement réussi à acquérir de grosses audiences. J'ai construit des pages à plusieurs centaines de milliers de j'aime au début et ensuite en millions de j'aime. Et quand j'ai commencé à avoir une audience vraiment conséquente, où j'avais, je sais pas, je devais avoir une centaine de pages qui cumulaient quelques millions de j'aime à elles toutes, j'avais 15-16 ans, plutôt ouais, 15 ans à ce moment-là, j'ai commencé à être contacté par des petites applications qui se lançaient, des petites startups, des labels de musique, etc., qui avaient besoin de promo pour des petits artistes, et qui me payaient quelques dizaines d'euros, centaines d'euros au maximum. Ah ça va, c'est pas très cher, on peut investir du coup. Non, c'est ça. Ah mince, c'est quand t'avais 15-16 ans. Vas-y. C'est ça. Donc en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'en fait, ils s'étaient un peu tous passé le mot, enfin tous, que j'étais pas cher Ouais. et que c'était ouf le rendu. Et moi, je savais pas en fait que je vendais ça si peu cher. Donc au fur et à mesure, j'ai eu du coup pas mal de clients parce que bah, moi à 15 ans, je connaissais pas les prix du marché, je savais pas ce que je faisais, etc. Ouais, et puis 10 euros à 15 ans, donc, c'est pas la même somme qu'à 20 ans. Il y a des boîtes par exemple qui demandaient des factures et je pouvais pas facturer. Du coup, ils me payaient par exemple des paires de chaussures sur eBay qu'ils achetaient et que je recevais pour avoir les factures d'eBay et tout. C'était vraiment la jungle. Hein. Et au final, ça m'a permis de capitaliser sur toutes ces connaissances qui étaient au final savoir comment construire des audiences sur les réseaux sociaux. C'est ça la vraie phrase maître de ce que je fais aujourd'hui. Après, ça en a découlé sur du marketing d'influence, la création de médias pour des marques, etc. Et aujourd'hui, donc, on est une quinzaine de collaborateurs. On habite, on est tous à Nice, on bosse à Nice dans ses bureaux. Enfin non, on n'est pas tous à Nice. Il y en a qui sont en remote. Il y en a un qui est resté à Bali d'ailleurs. Ah nice. Il est resté vieux là-bas. Extraordinaire. Il est resté depuis le voyage, ouais. Et donc voilà, là on est dans les bureaux à Nice et en termes de chiffres, du coup on fait 4 millions par an. On accompagne des marques comme Danone, Dove, Zalando, Adidas, Yves Rocher, Asus, etc. Enfin, franchement plein de marques que vous connaissez tous. Dans leur stratégie d'acquisition réseaux sociaux. Voilà. Donc clairement lourd. Bravo déjà, félicitations parce qu'on n'a pas rappelé ton âge, mais tu as quel âge aujourd'hui ?
J'ai 22 ans, parce que du coup, 22 j'ai ans. commencé jeune et donc à la fin, tout s'est fait vite. J'ai ouvert la boîte à 17 ans Ok, et après, c'est allé assez vite. À 18 ans, on a fait 1 million de chiffre d'affaires. ok. À 19 ans, 2 millions. À 20 ans, 4 millions. Et l'année dernière, on a refait 4 millions quand j'avais 21 ans. Ok. Et là, j'en ai 22. Impressionnant. Donc, tu as quand même 10 ans d'expérience malgré ton jeune âge, et ça, c'est quand même vachement intéressant. Et d'ailleurs, c'est une question, est-ce que tu penses que pour progresser, pour devenir très fort dans un domaine, il faut beaucoup de temps, d'expérience et d'erreurs, selon toi? Genre, est-ce que là, Il il y y a a une la phrase, fameuse moi, que règle des j'aime. 10 000 heures? Ah, vas-y, ouais, t'as une C'est phrase. ça. Ouais, C'est ok, ça que j'allais dire, en fait. ok, De ouais. toute façon, je pense qu'il y a beaucoup de points sur lesquels on va être assez Oui, connecté. Mais sur l'histoire des 10 000 heures, moi, je juge que par ça. C'est-à-dire que, âge ou pas, j'ai les effets, les 10 000 heures sur les ouais. réseaux sociaux, là. Et au final, c'est ce qui fait que je suis très bon dedans et que ça s'est bien passé pour moi. J'aurais commencé aujourd'hui à faire ma première heure, j'aurais eu mes résultats à la 10 millième, donc à savoir peut-être dans 6 7 ans. Ok. Donc l'âge ou pas, c'est pas. Enfin, on voit, hein, après, je me compare clairement pas à ça, mais des mecs comme Mbappé, etc., en fait, peu importe leur âge, Oui, ils sont excellents et sur Internet, c'est la même chose, en fait. C'est pas parce c'est que c'est pas du sport que ça marche pas pareil. Oui, c'est vrai qu'en fait, tu peux être un footballeur professionnel, c'est bien de faire un lien avec Mbappé. À 16 ans, il peut être extraordinaire, mais si à 2 ans, il a commencé à taper dans un ballon, moi j'ai un fils qui a 1 an et demi et il commence à faire des conduites de balles de dingue. Si demain je me mets à le mettre à fond au foot, peut-être, bon, je sais pas s'il pourra devenir Mbappé, mais en tout cas, si je l'entraîne 2 3 heures par jour ou qu'il est passionné ou qu'il me le demande et qu'il veut tout le temps s'entraîner, peut-être que oui, à 16 ans, tu deviens très très fort. Et c'est ce que tu as fait très tôt, donc c'est cool. Ça m'avait une question, d'où ça t'est venu cette passion des réseaux sociaux si jeune? Est-ce que c'est ta génération, j'imagine, ou est-ce que tu as été plus jeune dessus? Est-ce que tu as toujours eu, est-ce que tu as une famille qui a une fibre entrepreneuriale? Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ça au final? Parce que c'est pas évident pour tout le monde du tout. Ouais, ouais. Alors, c'est super marrant et c'est d'ailleurs la première. Enfin, j'ai pas beaucoup répondu à cette question et ça va me permettre de répondre avec un petit paradoxe. Moi, j'avais pas le droit d'avoir les réseaux sociaux quand j'étais petit. Oh, Ça wow. faisait peur à mes Une parents. chose Donc, j'avais interdiction d'avoir Facebook, j'avais interdiction d'avoir quoi que ce soit. Et à force de les supplier, j'ai réussi à négocier le fait d'avoir un Facebook qui n'était pas mon nom. Donc, je m'appelais Armand et avec pas ma tête dessus. Et en Ok. fait, vu que du coup, je pouvais pas utiliser Facebook comme mes potes, parce que j'avais pas le droit d'avoir Facebook. Au final, j'avais pas le droit de poster des photos, et ci et ça, parce que mes parents surveillaient tout. Au final, moi, je me suis mis à faire des pages. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo, etc. Surtout des jeux de gestion, de stratégie et tout. Ok. Et là, pour moi, c'était un nouveau jeu vidéo, en fait. Sauf que c'était sur Facebook. Non, j'ai pas été sur les réseaux plus jeunes que les autres. Moi, j'ai pas eu MSN, alors que beaucoup de gens de ma Ah, avec génération le l'ont Wiz. eu, etc. Ok. J'ai pas eu des Wiz, j'ai pas eu tout ça. J'ai pas eu Ok. MSN, j'ai pas eu Skyblog, j'ai pas eu plein de choses que tous mes potes ont eu. Ok. Je suis arrivé sur Facebook un peu tard, mais au final, j'en ai fait autre chose, sûrement grâce à cette décision qu'ont pris mes parents. Et au niveau fibre entrepreneuriale, mon père a une entreprise et ma mère est architecte, donc oui, à son compte, et je pense que ça a joué dans la démarche, disons, cognitive. Je sais pas, en tout cas, je Clairement. pense qu'il se passe quelque chose. Ouais, c'est le sujet dont je voulais aborder vraiment l'environnement et ouais, évidemment dans l'environnement dans lequel tu évolues. C'est intéressant parce que tu parles aussi d'éducation et le paradoxe très fort, c'est souvent quand on interdit quelque chose à un enfant, il fait tout pour essayer d'aller le faire. Donc dans l'éducation, c'est bien de jamais vraiment interdire, de laisser faire les erreurs, mais c'est aussi une sorte de manipulation positive. Imaginons, après je sais pas si ils l'ont pas fait pour ça, j'imagine, mais tu peux avoir énormément envie que ton enfant aille dans une area et en manipulation positive pour son bien, lui dire surtout ne le fais pas. Par exemple, ne nage jamais de ta vie, alors que la natation est l'un des meilleurs sports pour la santé. Tu lui dis ne nage jamais de ta vie, tu vas jamais dans une piscine, et peut-être que du coup l'enfant il va vouloir aller nager et devenir un nageur pro médaillé olympique. Et ce serait très drôle, c'est un peu le trouble de l'opposition qu'on retrouve chez beaucoup de personnes et chez l'être humain qui vient de l'enfant, donc c'est marrant. On t'a interdit, au final tu y es allé et t'en as fait tout un business extraordinaire, donc dingue. Pour donner une petite anecdote par rapport à ça, en fait, à l'époque, sur Facebook, une page Facebook, ça se vendait 1 € les 1000 j'aime. C'est-à-dire qu'en fait, c'était vraiment n'importe quoi. En gros, une page de 15 000 abonnés sur Facebook, tu pouvais l'acheter pour 15 €. Ah ouais, Donc c'était 15 000 personnes ça a françaises. changé. En fait, ce qui s'est passé à un moment donné, c'est qu'il y a un gars qui vendait une page, 8 €, je crois, de mémoire, 8 €, qui avait 8000 j'aime, qui s'appelait Les élèves de nos jours, que j'ai encore aujourd'hui. Et j'avais demandé à ma mère de l'acheter, parce que je lui avais dit, maman, si tu me donnes 8 €, on paye sur PayPal 8 €, mais j'avais 12 ans, 12, 13, je vais pouvoir acheter cette page. Mais dessus, je vais vendre des pubs à 5 € ou 10 € et je vais très vite rentabiliser les 8 €. Et ma mère, elle m'a répondu à ça, Armand, t'as pas l'âge de faire de l'argent, mais juste toi, fais tes études et reste tranquille. Et cette page, j'ai dû vraiment la supplier jusqu'à réussir à l'avoir. Et c'est le seul budget de départ que j'ai eu, c'est ces 8 €. Et pour dire à quel point mes parents, entre guillemets, étaient contre ça. Ok. Et au final, ça m'a poussé en plein dedans et j'ai créé un réseau de pages énorme. Et quelques années plus tard, je retournais voir ma mère en mode, j'ai un réseau de pages qui vaut, je sais pas, c'était peut-être 7000 € à l'époque.
Et elle me disait, bon, ça va, c'est pas trop mal. C'est magnifique. Au final, on a souvent tendance à blâmer nos parents. Je pense que c'est facile, l'humain se déresponsabilise facilement et a tendance à blâmer ses parents. Alors que moi, je me suis rendu compte aussi que par exemple, ma maman, à me dire à chaque fois, à me créer des sortes de patterns, elle m'a créé aussi pas mal de skills et de qualités pour pouvoir réussir dans le monde du poker ou à gagner plus d'argent tout simplement. En me disant que c'était impossible de gagner tant d'argent. Elle me disait non, c'est pas possible de gagner plus de 2000 euros par mois. Tu dis des bêtises, les gens qui te disent ça, c'est des arnaqueurs, c'est des scammers. Elle m'avait mis cette croyance limitante et moi, je voulais tout faire pour lui montrer que c'était le contraire. Donc ce qui est drôle, c'est que à vouloir faire des choses, souvent les parents te font faire autre chose. Donc même si on pense que c'est qu'ils nous ont mis des bâtons dans les roues, peut-être pas au final, parce que c'est tout l'état du paradoxe. Donc top. Je voulais aussi te parler de sport, parce que souvent on aime bien parler de ça dans Step Up, et il y a une fibre entrepreneuriale, et après on fera le pont aussi avec le poker. Est-ce que t'es un sportif? T'as fait du sport jeune ou aujourd'hui? Quand j'étais petit, non, j'étais pas sportif. J'ai Ok. commencé le sport assez tard. Par contre, quand j'ai commencé, je suis allé à fond. En fait, j'étais assez gros hein, avant. Et j'ai décidé d'arrêter et de me transformer. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et après, j'ai fait beaucoup de sport. Ouais. Donc, je suis très sportif. J'ai fait du street workout. En gros, j'ai commencé par la muscu comme tout le monde pour changer de corps, etc. Ensuite, ça m'a saoulé de soulever des poids un peu bêtement et machinalement. Du coup, j'ai trouvé quelque chose d'un peu plus ludique dans le street workout. Donc, le street, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est des mouvements. Ça se rapproche de la gym. En gros, c'est tout au poids de corps et il y a une partie entre guillemets un peu artistique dedans où tu fais des figures, tu fais des planches, etc. Des mouvements qui sont durs physiquement, mais qui sont aussi un peu beaux et sur lequel tu as un objectif un peu plus tangible, disons. Tu vas tenir tant de secondes cette figure, etc. C'était moins Ouais, je bourrin montre à que la l'image muscu. là un petit peu justement sur ton Instagram, parce que j'ai vu qu'il y avait des posts là-dessus et c'est assez cool. Ah, cool. Tu fais des trucs vachement cool, Ouais, il y en a notamment une quelques-uns super et photo à New York, je crois que c'est ça, extraordinaire cette histoire, je sais pas où t'es, ouais. Si tu mais redescends tout en bas de mon Insta, il y a une photo de la transformation. Il y a un avant-après. ouais. Je crois la photo d'avant, j'avais 13 ans et celle d'après, j'ai 14 de Oh mémoire. wow. Ah ouais, donc t'es capable de transformer des choses hyper rapidement, parce que c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Donc quand tu veux, t'y vas à fond quoi. C'est En gros, ça, c'est c'est ça ça, le... c'est ça en fait, un peu, en fait partout, hein, et je pense que enfin, c'est un truc qui est quand même assez essentiel si on veut se donner les moyens de réussir, peu Ouais. importe le domaine. Mais ouais, le sport, j'y suis allé vraiment à fond. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est corrélé avec ta réussite business? Est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est une routine aujourd'hui quotidienne pour te changer les idées ou pour être encore plus productif? À quel point tu mettrais cet outil important sur une échelle? Genre, à quel point tu penses que c'est primordial quand on a des gros objectifs? Je pense que tu peux très bien réussir ta vie sans faire de sport, c'est juste chacun l'inclut comme il le veut. Moi, aujourd'hui, ça a une part quand même relativement importante dans ma vie pour mon équilibre, pour mon bonheur perso, me défouler, etc. J'aime vraiment ça. Après, il y a des périodes, c'est-à-dire que parfois, je me fixe des très gros objectifs et du coup, je vais charbonner pendant un petit moment en sport. Il y a des moments où je suis un peu plus endormi et je peux ne pas m'entraîner pendant des périodes un peu longues. Pour moi, en fait, tout ça, ça se lie dans un grand tout qui est d'avoir confiance en soi. En fait, le sport, c'est peut-être la seule chose ou l'une des seules choses où quand tu commences, si tu vas assidûment, tout le monde est certain de réussir. Demain, moi, je vais me mettre à jouer au foot ou quoi que ce soit. Quand je dis du sport, c'est plus la transformation physique, entre guillemets. Oui. Moi, je suis super mauvais en foot, en tennis, enfin, il y a plein de sports dans lesquels je suis pas bon. En revanche, n'importe qui veut perdre ou prendre du poids, il suit un process et il va y arriver. Et pour moi, c'est un peu la première étape pour avoir confiance et se dire, ok, j'ai réussi ça. Et je suis bon dans ça parce que j'ai réussi. Et en fait, tu rentres dans une boucle, c'est comme ça moi que je le vois, hein, mais où tu arrives à faire ça, ensuite tu arrives à, je sais pas, avoir ton permis du premier coup par exemple, etc., etc., etc. Et en fait, moi j'ai l'impression que toute ma vie, j'ai fait des boucles où j'ai un peu tout le temps tout réussi. Et du coup, attention, j'ai eu plein d'échecs et tout, on en parlera après. Mais en réussissant à chaque fois, dans ma tête, j'avais un peu ce truc de me dire, ok, bah cette fois-ci aussi, je vais réussir parce que j'ai réussi toutes les précédentes. Et du coup, je me mettais aucun blocage vis-à-vis du fait que ça allait le faire. Et le sport, pour moi, c'est vraiment inclus là-dedans. C'est-à-dire, plein de fois, je me suis dit, je vais réussir à faire ça. Et quand tu y arrives, tu es fier de toi. Et à un autre domaine de ta vie, tu vas te dire, bah, je vais aussi réussir à faire mon créneau quand je vais passer mon permis. Et donc, tu y arrives. Et après, c'est beaucoup dans le mental, en fait, de la confiance en soi qui fait que tu finis par un peu bah, exploser tous les obstacles. Et le sport, ça inclut comme ça dans ma vie, je pense, un peu inconsciemment. Et maintenant, je le conscientise, mais ça a été un peu ouais, une façon de me dire que c'était possible. Et après, tu l'appliques ailleurs, quoi. Ouais, c'est génial que tu fasses la transition sur le mindset parce qu'au final, tu t'es servi du sport comme un outil pour te prouver que tu es capable de faire des choses, comme plein de choses dans la vie. Et c'est vrai que je me rappelle quand on avait parlé lors d'une autre discussion, c'est que quand tu te crées cette motivation cette confiance intrinsèque qui revient, bah, au final, tu sais que tu peux réussir, tu sais que tu peux le faire. Donc du coup, il n'y a plus vraiment de place à l'échec. Et l'échec est juste, tu as parlé aussi de la notion d'échec et de mental, du coup c'est intéressant, est juste un moyen de continuer, c'est ça, de continuer et de réussir. Comment tu vois l'échec
avec toi mais d'ailleurs. pour moi, l'échec, alors vraiment, ça va faire kitsch et à l'américaine, mais l'échec, ça n'existe presque pas dans la mesure où un échec, après, c'est vraiment, enfin, je pense que tout le monde connaît déjà les phrases bateau, mais t'en tires des leçons et ces leçons-là, parfois, t'apprennent bien plus à long terme que si tu ne les avais pas apprises tout de suite. Je donne un exemple bateau, mais je sais pas, t'as une rupture amoureuse qui est très douloureuse, bah ça t'évitera peut-être plus tard de refaire l'erreur avec des enfants. C'est cool de l'avoir quand t'as 16 ans, tu vois. Ça, c'est Alors sûr. que, ok, c'est douloureux, mais voilà, c'est un exemple au hasard. Non, mais il est Mais très bien cet c'est- exemple. c'est- Il y a beaucoup aussi de gens, je crois, font des enfants par ennui et pour réconcilier le couple, et ça, c'est pour moi la pire des catastrophes. Alors qu'au final, quand il se passe des choses, bon, après chacun fait ce qu'il entend, mais quand il se passe des choses, c'est vrai que c'est pour sa progression humaine, donc top. Vas-y. Donc ouais, pour moi, l'échec, enfin, c'est pas que ça n'existe pas. Après, il y a des échecs qui sont sûrement très très difficiles et qui peuvent parfois être très complexes, mais en soi, il y a presque que des réussites tout le temps. Et c'est surtout, moi, au-delà de la vision de l'échec, moi, c'est plus la vision de la réussite que je vois à l'échec. En fait, c'est un truc que Il j'y n'existe pense pas. même pas, j'y pense Ça, c'est beau. ça n'existe pas, j'y pense pas. Je vais donner un exemple bête, mais en gros, la semaine prochaine, je me suis donné le défi avec des amis, on a loué une maison, on va jeûner pendant 5 jours, donc du lundi au vendredi. Et je sais que ça va être un truc qui est un peu difficile, etc. Bon, après, j'ai pas spécialement peur de ne pas y arriver ou quoi, mais bon. Et hier, pour faire la transition, j'étais dans le sauna, et donc à la salle de sport. Et je suis rentré dans le sauna, et je me suis dit, je sortirai quand? Et là, j'ai vu un gars qui avait l'air assez chaud, et je me suis dit, bah, je sortirai après lui. Et j'ai Challenge. attendu. Et en fait, le gars, il s'était aussi lui-même dit qu'il sortirait après moi. Et ça, je l'ai compris au fur et à mesure. Et du coup, là, je me suis dit, ok, Énorme. là, on est dans une guerre de mental où Oui. ça va être compliqué. Ouais. Et en fait, à un moment donné, j'ai voulu abandonner. Et j'ai repensé aux jeûnes de la semaine prochaine. Et je me suis dit, Armand, quand tu seras en train de jeûner et que tu auras faim et que ça va être compliqué, et bah, tu seras fier de ce moment-là où tu auras tenu plus que ce gars. Parce que ça t'aura confirmé une fois de plus que mentalement, t'es super chaud. Et du coup, le jeûne, tu vas le déclater. Et du coup, j'ai fini le truc dans le sauna après le gars, en se faisant un peu la compète, alors que c'était vraiment dur et au final, j'ai eu mal à la tête, même pendant la nuit et tout. Enfin, je me suis vraiment buté. C'était limite un peu débile. Mais moi, je sais que dans ma tête, j'ai été fier quand je suis sorti après. Je me suis dit, j'ai gagné. Et c'est ce qui m'aidera pour le jeûne. Parce que quand je serai dans le mal, je me dirai, ça, j'ai su le faire. Donc ça va être tranquille, ce jeûne. Il n'y a aucun monde où c'est compliqué. Alors que si tu rentres dans l'échec et tu te dis, bon, c'est pas grave, c'est qu'un sauna, de toute façon, c'est que dans ma tête, c'est pas très grave, je pars. Entre guillemets, t'acceptes l'échec, et au moment du jeûne, t'accepteras aussi de dire bon, c'est bon, j'ai faim, ça fait que 3 jours que je jeûne, c'est pas grave, je fais pas les 5. Et en fait, le fait de tout le temps cocher la case, de réussir, ça t'oblige à toutes les cocher tout le temps et à tout défoncer. Alors après, encore une fois, je suis pas prof de quoi que ce soit, c'est ma vision des choses, c'est comme ça que je fais, mais bon, ça marche. Mais la question, je pense, si vous voulez rebondir par rapport à ce sujet-là, c'est intéressant, peut-être que ça va vous amener des questions. Moi, j'avoue que ça m'amène comment tu fais en fait mentalement, parce qu'au final, c'est une force, hein, c'est un muscle de la volonté. Mais est-ce que tu as toujours été comme ça? Quoi qu'il arrive, tu es dans un sauna, tu vas pas sortir jusqu'à qu'il sorte pas, même s'il a le challenge et tu vas absolument cocher le succès? Ou est-ce que justement, pour devenir comme ça, tu as eu plein d'échecs et tu t'es dit, bah, enfin, plein de vraiment. T'as give up, parce qu'on a tous des moments où on give up, tu vois, t'as pas envie de manger ce truc mais tu le fais, t'as pas envie de sortir le sauna mais au final tu le fais. Qu'est-ce qui fait que t'arrives aujourd'hui à avoir ce mindset? Est-ce que c'est naturel? Est-ce qu'il vient de ta famille? Est-ce que c'est que tu sais que c'est ce que tu dois être? Ou comment tu pourrais aider les gens qui ont du mal à avoir ce mindset justement? Franchement, je saurais pas vraiment répondre. Moi, j'ai ça depuis que je suis tout petit. Tu as Je toujours pense que été comme vient- ça, compétiteur quoi. ça- Vas-y. Ouais, c'est ça. J'ai toujours voulu réussir, j'ai toujours voulu être le meilleur, etc. Partout. Euh, Après, le meilleur, c'est un grand mot. Le meilleur vis-à-vis de moi-même, hein, très souvent. Mais ouais, c'est depuis tout petit, en fait. Et souvent, quand on me dit tu vas pas y arriver, bah, je faisais tout pour y arriver. Tu vas montrer l'inverse. Love that. Ça, c'est une force de caractère, je pense. Je sais pas. Après, peut-être que ça se travaille. Mais en tout cas, moi, j'ai tout le temps été comme ça. Donc, j'aurais pas spécialement de conseils pour ceux qui en ont besoin. Après, en fait, pour moi, c'est vraiment un enchaînement où tu dois rentrer dans une spirale. C'est-à-dire que depuis tout petit, je me suis auto-mis dans la spirale que quand j'avais envie d'y arriver, j'y arrivais. Et quand j'avais un peu la flemme, j'y arrivais pas. Et du coup, je me disais tout le temps, ok, je vais y arriver. Et à chaque fois que je voulais vraiment y arriver, je me mettais dans un état où je voulais réussir. Et ça s'enchaînait tout le temps dans le bon sens. Voilà, après, ce qui est intéressant, et aussi pour faire un parallèle avec le poker, et c'est aussi peut-être pour ça que j'aime autant ce jeu, c'est que je pense que c'est l'endroit dans lequel je give up le plus facilement. Ok. Parce Donc que c'est un vrai challenge pour toi. euh, Ok. Ouais, en fait, je suis très, j'aime beaucoup quand les choses elles vont vite. Je suis très un peu hyperactif. Je sais pas, en tout cas, j'aime bien quand les choses se font vite. Et le poker, parfois, c'est très 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 lent pendant vraiment longtemps. Et surtout, bon, en live. Après, en live, en général, ça m'arrive moins. Mais online, je joue des games où, bon, je regarde un peu parfois à moitié. Je fais autre chose en même temps. Et quand ça fait 150 ans qu'il s'est rien passé, ça peut m'arriver de faire un peu tapis dans le noir et de me dire bon, advienne que pourra. Et Un ça, c'est des carnage, choses quoi. que je regrette. Ok. Parce que c'est le carnage et c'est super dommage. Et ça m'est arrivé sur plein de spots. Et après, je le regrette.
Et je me dis, putain, j'ai encore beaucoup à progresser niveau mental au poker parce que je peux très vite give up et je sais que ça me représente pas et c'est pas ce que je veux être. Du coup, ça me challenge aussi de devoir attendre et être patient. Ok, tu regrettes, mais t'es là aujourd'hui et au final, c'est le chemin du succès. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois qu'il y a quelque chose en toi que t'as envie de développer. Et c'est ça que je pourrais en tirer, c'est que dès que tu vois qu'il y a un axe d'amélioration, tu vas le pousser jusqu'au bout. Et en fait, tu give up jamais au final et tu crois en toi. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très puissant dans la réussite dans plein de domaines, c'est vraiment croire en soi. Et si vous pensez que vous l'avez pas, ça se travaille en réalité. La croyance en soi, ça vient aussi souvent des patterns qu'on nous a mis dans la tête. Peut-être qu'il y a des environnements, des parents, des cousins, des frères et sœurs qui nous faisaient comprendre qu'on pouvait y arriver et d'autres qui nous disaient tu peux pas. Par contre, même si on a un environnement qui nous bloque, on peut aller chercher justement des coachs mindset, on peut faire de l'hypnose ericksonienne, on peut s'entourer d'un nouvel environnement qui te porte et qui croit vraiment en toi et en fait on peut se transformer. Et j'aime bien dire quelque chose, je pense qu'on partage cette vision, chaque être humain est un diamant brut, chaque être humain a la possibilité d'être Dieu en réalité, c'est le principe même de l'hindouisme, moi j'y crois beaucoup et il ne tient qu'à vous en fait et qu'à lui de le révéler. Et très souvent, beaucoup évidemment sont plein de blocages, il y en a plein, ils en ont beaucoup moins et la vie est beaucoup plus fluide pour eux. On a tendance à se comparer et dire ah ouais mais lui c'est trop facile, lui il run good, blablabla. Au poker c'est énormément ça, il run fluide, il run good toute sa vie. Ouais mais essaie d'aller voir pourquoi en fait, pose des questions sur son thinking process, sur son mental, qui il est, d'où il vient et peut-être essaye de mimétiser un petit peu certains schémas comportementaux, essaye de changer des choses chez toi. Évidemment certains ils auront besoin de 10 ans de thérapie intense et beaucoup d'hypnose ericksonienne, d'autres un peu moins, ça c'est évidemment il y a des gens qui ont plus de chance que dans la vie par rapport à l'environnement génétique et tout ça, mais quand même c'est des patterns qui reviennent très souvent chez que ce soit les joueurs de poker, sportifs, entrepreneurs qui réussissent, c'est que le mindset est là quoi. Ce que tu dis c'est exactement ça, c'est pas le droit à l'échec quoi. Enfin l'échec n'existe pas, c'est succès et puis c'est tout. Et tu as parlé d'un sujet qui est top, c'est l'auto-persuasion, donc le fait de quoi qu'il arrive se préparer mentalement, donc de visualiser que tu gagnes déjà. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait dans ton business aussi, que tu fais beaucoup, de visualiser tes objectifs, quand tu as un objectif tu le vois comme s'il existait déjà, donc ton mental est prêt? Ouais, bah en fait, ce qui est marrant, c'est que je l'ai toujours beaucoup fait, mais sans forcément le faire consciemment. C'est-à-dire qu'en gros, je me disais tout le temps, je veux ça, mais je me le disais pas pour que ça arrive. Je me le disais parce que j'en avais vraiment envie. C'est-à-dire que, par exemple, le fait d'avoir ces bureaux ici, etc., moi, pendant tout le long du début de Beyond, je me disais, je veux vraiment avoir des top bureaux avec ma team qui nous représentent nous, qui sont vraiment à nous, je veux les acheter, je veux que ce soit chez nous. Mais c'était un truc que j'avais vraiment envie profondément. J'en avais pas envie pour me donner l'envie d'eux. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui, je pense, croient, entre guillemets, appliquent mal la loi de l'attraction et toutes ces conneries-là. Enfin, 100%. toutes ces conneries, parce que ça devient des conneries quand c'est mal fait. Exactement. Qui se disent, ouais, moi, je veux gagner 10 000 euros par mois et je vais me le répéter tous les jours. Mais en fait, si t'en as pas vraiment envie, au fond, il va rien se passer. Ça marchera pas trop. Tandis que c'est beaucoup plus puissant, à mon avis, quand t'en as envie au fond et que du coup, tu fais pas exprès d'y penser. Et moi, toute ma vie, j'ai fait que de penser au final, à la situation que j'ai aujourd'hui. Et je me rends compte a posteriori de me dire, putain, c'est fou quand même, parce que tout ce dont j'ai toujours rêvé, bah maintenant je l'ai. Et c'est peut-être pas pour rien que j'en ai toujours rêvé, en fait. C'est peut-être aussi pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Et tu vois, je voulais absolument, depuis que je suis tout petit, je m'étais dit, ça serait trop cool d'acheter mon premier appart à 18 ans. Mais depuis que j'ai 14 ans, tu vois, je me dis ça. Je disais même à ma mère, putain, est-ce que tu penses que c'est possible et tout. Et comme tu disais, moi je pense qu'il y a aussi un truc, mes parents, ils m'ont jamais bloqué, ils m'ont toujours dit que tout était possible, Non. ils m'ont toujours poussé, etc. Faut que tu Et accélères ton plein bon, sans potentiel. dire, oui, tu vas arriver à avoir ton appart à 18 ans, parce que c'était de la folie, tu vois. Mais au final, j'ai acheté mon premier appart à 18 ans et j'en ai enchaîné plein d'autres. Et je pense que je l'aurais jamais fait si je m'étais réveillé à mes 17 ans ou à mes 18 en mode, ah, faut que je fasse ça. C'est que ça faisait 4 ans que tout le temps je me disais, genre, je veux acheter de l'IMO, je trouve ça trop stylé et j'aimerais trop acheter à 18 ans parce que je sais que c'est un truc de fou et que bah, c'est presque impossible d'acheter un appart à 18 ans. À 18 ans, t'es un bébé. Et au final, ça s'est fait. Bah, c'est Donc, je pense naturel qu'il y a en des toi en choses à fait dire, et et tu le développes beaucoup plus. Alors je pense que la fibre entrepreneuriale fait que, désolé de te couper, mais que vu que tu as toujours été dans ta passion, j'ai l'impression que tu as trouvé ta passion, tu as été dans ce qui te portait, et ben en fait c'est sans doute plus fluide que quelqu'un qui va suivre un schéma scolaire standard. C'est pour ça que l'école est assez critiquée, où on va te dire écoute c'est comme ça, tu dois aller au collège, au lycée, faire bac S ou ES ou ce que tu veux, et après faire au moins un bac plus 5 parce que les parents ont un schéma de manière générale, hein, je parle d'une généralité, de la réussite de cette manière. Ce qui est dramatique, parce que moi j'ai une femme qui a fait une grande école de commerce, d'ailleurs j'ai vu que tu avais intervenu là-bas à l'EDEC, tu as fait une intervention à l'EDEC, elle a fait l'EDEC, donc je connais pas mal de gens de l'EDEC et quelques grandes écoles parisiennes aussi, et son réseau je le connais, et très souvent c'est des gens brillants, smart, qui à 30 ans se retrouvent à avoir du mal à avoir un bon métier, qui sont pas passionnés de ce qu'ils font. Alors là je parle que de ce que j'ai vu des écoles de commerce, et qui veulent
créer une reconversion et commencer à apprendre à se connaître. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de monde ont du mal à exploser, explorer, parce qu'on leur refuse au final de faire ce qu'ils veulent faire avec leur cœur. Donc tout le côté artistique, passion, parce que les parents, l'environnement te dit non, c'est pas comme ça en fait. Moi tu sais, je voulais être joueur de foot professionnel et on me disait non, tu pourras pas y arriver quoi. Non, tu pourras pas y arriver. Donc moi j'avais envie de prouver le contraire. Bon, au final j'ai fait 2 fois les ligaments croisés, je suis pas arrivé, mais j'ai fini par y arriver au poker. Mais tu vois, le truc c'est que c'est vachement, il y a une boule de pression qui te dit en plus le succès c'est ça. Et au final quand tu parles aux gens qui ont le succès entre guillemets qui est dit à l'école, c'est pas forcément les plus épanouis, les plus heureux, et c'est pas forcément fluide. Donc c'est super intéressant de dézoomer quoi. Bien sûr, puis ouais, comme dit, moi j'ai une vision du succès qui est assez logique au final, mais le succès c'est personnel. Oui. Chaque succès a sa singularité. En fait, moi je connais des gens qui sont bien plus successful, qui gagnent 5 000 euros par mois, que des gens qui gagnent 50 000 ou 150 000 euros par mois. Bien sûr. Et ça, c'est bizarre à entendre. Pour certains, je l'entends. Et même moi, en fait, à le dire, je peux comprendre qu'il y a une dissonance. Mais en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que le succès, c'est au fond de toi. C'est si toi, t'as réussi. Et si t'as pas réussi, t'as pas réussi. Et si moi, là, je vous dis, j'ai pas réussi parce que mes objectifs, ils sont bien plus grands et qu'en fait, là, je suis dans le process et que je me considère pas être successful, et ben, je le suis bien moins que quelqu'un qui a réussi le barreau et qui est avocat et qui, pour lui, c'est ça, d'être successful, en fait. 100%. Ça dépend de chacun. Totalement. On a parlé de pas mal d'émotions, mindset. Je voulais faire le lien par rapport à Beyond. Est-ce que toi, dans tes équipes ou dans ton management, c'est quelque chose que tu leur fais faire, du coaching mindset ou développer justement leur mental pour être plus performant? Non, d'ailleurs c'est intéressant parce que ça pourrait être pas mal. Là, bah, pour les récompenser de cette année, pour les 4 millions qu'on a refait, je leur ai offert des séances à tous avec mon coach mental. Ah, nice. Ok, donc tu as un coach mental. Bah oui. Ouais, donc peut-être que c'est une première piste vers ce que tu dis là. Ouais. Mais non, après je pense que chacun est très très bon ici. On a vraiment que des... Enfin franchement, tout le monde est très talentueux dans l'équipe. Et je pense que chacun a déjà de base un très bon mental. Ils sont tous sportifs. Enfin, franchement, on en a qui sont même très très forts en sport ou dans d'autres domaines. Tout le monde est assez bon et je pense qu'on est vraiment une top team. Du coup, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas trop eu besoin de le faire. Pas tant besoin. Comme me dirait mon ami Nico qui est dans le chat, certains ont plus besoin de coaching mindset que d'autres. Certains, ils sont mentalement parlant très water et ça se passe plus facilement. D'autres, ils ont besoin d'aller chercher d'aller beaucoup travailler. On en parlait tout à l'heure. Donc vas-y, c'est intéressant. En fait, pour moi, le coaching mindset, etc., pour vraiment que ça pour que ça fonctionne, pour moi, il faut le vivre en quelque sorte. C'est-à-dire que quand mentalement tu te dis je vais réussir quelque chose qui est a priori un peu compliqué et que tu réussis, ça te coche une case de ok, là c'est mon mental qui m'a fait faire ça, et ça enlève tout l'aspect un peu bullshit que tu peux avoir en mode non, en vrai le mental ça sert pas tant que ça, etc. Et tout ça, en fait, à force de cocher les cases, tu vas commencer à croire en toi et à croire en ça, et ça va permettre de dérouler le reste. Moi par exemple, des exemples vraiment tout bêtes de la vie mais qui moi me parlent. Au baby-foot, moi je suis assez bon au baby, genre j'ai joué à ça tout le lycée, etc. Au baby-foot, ça m'est arrivé de jouer contre des gens qui étaient meilleurs que moi, voire qui étaient même en train de me gagner pendant la partie, et où je me disais ok, maintenant je me mets dans un état où je vais gagner, et où je vais louper aucune balle, je vais faire mes contrôles nickel, tout va être parfait, parce que j'ai envie de gagner plus qu'eux. Et quand tu gagnes, et que tu te rends compte qu'en fait t'arrives à les battre alors que t'es moins bon, et bah là, et que ça arrive plusieurs fois d'affilée, et tu sais que fondamentalement t'es moins bon. Là, tu te dis, ok, là, c'est mon mental qui joue parce qu'il est au-dessus du leur. Et du coup, ça te coche la case de, en fait, le mental, c'est pas vraiment du bullshit. Ça marche vraiment. Et après, tu le fais dans d'autres domaines de ta vie. Et après, tu l'appliques partout. Et après, tu déboîtes tout. Et je pense que pour ceux qui ont un peu du mal avec ça, c'est bien de commencer par des petites réussites qui vont vous faire prendre confiance en ça, en fait. Clairement. Small success, small step, ok. Ouais, au final, on en revient toujours au pouvoir de l'intention, donc c'est top. Et je voulais revenir à ton équipe. Est-ce que c'est dû à un recrutement exceptionnel, que tu es à la Google et c'est difficile de rentrer chez Beyond, ou c'est dû pour toi à la personne que tu es, tu vas attracter plus de personnes qui te ressemblent, ou autre chose? Bon, je pense que tu t'attends déjà à une partie de la réponse, mais il n'y a rien qui est travaillé dans le recrutement, c'est totalement freestyle. Et j'ai remarqué que les recrutements qui se sont le moins bien passés, après j'en ai pas eu beaucoup, hein. J'en ai eu un, et encore ça s'était quand même relativement bien passé, et quelques stagiaires disons, mais overall ça s'est toujours bien passé avec tout le monde, et on a zéro turnover, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui part, etc. J'ai les mêmes depuis 5 ans, ceux qui étaient là il y a 5 ans sont encore là aujourd'hui. L'utopie existe vraiment alors, énorme. Et comment est-ce que je l'expliquerai? Je pense que... En fait, je sais pas l'expliquer, mais ça s'est fait comme ça, c'est-à-dire tous les recrutements se sont faits au hasard. Mais genre, c'est des gens que t'as croisés dans la rue, comment au hasard, genre, ils viennent à toi? Je vais te raconter la toute première, par exemple.
En gros, j'étais en train de bosser dans l'incubateur de l'EDEC. Je faisais mon projet, donc je faisais Beyond, etc. Et il y avait des gars autour de moi, donc il y avait d'autres boîtes. Et il y a un mec qui est allé à la remise des diplômes de l'EDEC, donc il se faisait diplômer. Et à la remise des diplômes, il a rencontré une fille qui, elle, devait faire un master. Donc en gros, elle devait faire sa rentrée en septembre, mais vu que son stage finissait en octobre, elle n'a pas pu rentrer en septembre dans son master. Donc en gros, elle avait une année sabbatique et elle allait rentrer dans son master l'année suivante. Et elle lui a dit qu'elle voulait apprendre les réseaux sociaux, etc. Et il lui a dit, bah tiens, j'ai une super boîte à l'incubateur et tout qui fait ça. Et en fait, cette fille, qui s'appelle Agathe, que je remercie grandement et que j'ai remercié dans la vidéo, etc., qui est en grande partie de là pour la réussite de Beyond, elle est venue me voir et elle m'a dit, Armand, c'est ouf ce que tu fais, t'es chaud sur les réseaux sociaux, etc. J'ai envie de bosser pour Beyond gratuitement parce que j'ai un an à fumer, donc je vais venir bosser gratuit pour toi et on verra. En fait, comme ça, moi, je vais apprendre. Et je lui ai dit, bah, avec plaisir. J'avais 17 ans, moi, à ce moment-là. Je lui ai dit, avec plaisir. Ok. Elle vient, elle fait le premier mois, une bombe atomique, trop trop forte. Donc je lui dis, ouvre une auto-entreprise, je vais te payer 1 500 € au moins pour ça parce que franchement, t'as travaillé et je me vois pas ne pas te payer. Le mois suivant, je lui ai repayé 1 500. Donc en fait, de fait, elle a pris 1 500, tu vois, c'était un peu comme ça que c'est commencé. Et ensuite, elle a commencé à faire des ventes et à vraiment générer de l'argent. Donc là, je lui ai donné des commissions sur son salaire. Et ensuite, bah, cette fille, elle a jamais fait son master. Ça fait 5 ans qu'elle est là. Aujourd'hui, elle est directrice de l'influence au sein de Beyond. Wow. Et c'est une des meilleures, elle est top. Et je tairai son salaire au cas où elle veut pas que j'en parle, etc. Mais elle gagne très très bien sa vie. Et voilà, et en fait, bah, elle, typiquement, c'est un recrutement qui a été fait vraiment par hasard. Un autre, on avait besoin de quelqu'un en urgence. Il y avait Tristan, un pote à moi, influenceur, qui était là avec moi. Je lui ai dit, mec, franchement, faut que je recrute. Il a mis une story. Et il y a un gars qui s'appelle Johan qui a envoyé un mail et je l'ai pris à distance. J'étais à Londres à ce moment-là. J'avais 17 ans. Lui, je l'ai pris en CDI direct à 17 ans. Il est arrivé. Et puis là, pareil, ça fait 5 ans qu'il est là. Il est là depuis le tout début. Il est ultra fort. Il cartonne tout. C'était ça un peu tout le temps au pif. Tu vois, un autre, c'est un mec qui bossait avec le copain de Agathe qui cherchait une alternance et que j'ai pris et que ça s'est fait au hasard. Il y en a, c'est des anciens avec qui je travaillais sur les réseaux sociaux. C'est vraiment. Donc au final, tu te prends pas la tête, quoi. C'est tout fluide, tu te prends pas la tête, c'est flow, c'est fluide. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un qui croit énormément en l'être humain, que chaque être humain est bon et est exceptionnel, ou comment tu considères ta vision? Parce que j'ai l'impression que c'est facile d'avoir une bonne expérience avec toi. Au final, comment tu l'expliques qu'il n'y a pas eu de problématique? Est-ce que ça vient de ton caractère? Parce que c'est toi le boss, au final, c'est toi le créateur de Beyond. Je pense. Ouais, après, je pense que moi, je m'en sors un peu de ça. Après, c'est pas de la fausse humilité ou autre, hein, c'est vraiment. Pour moi, c'est Beyond en tant que tel, l'entité, qui a cette aura-là. C'est-à-dire que l'entreprise, à elle seule, elle a une histoire, elle vibre quelque chose, entre guillemets. Elle a vraiment une histoire qui est prenante. Ouais. Et en fait, on est tous un peu amoureux du projet. Juste, moi, je suis son premier amour, disons, c'est un peu comme ça que je le vois. Mais chacun est amoureux du projet. Le projet, il est beau. Et en fait, c'est autour de ça que les choses se lient. Beyond, ça a une vraie identité. Et c'est vraiment plus à ça, je pense, que les gens sont attachés qu'à moi directement. J'adore. Et à mon avis, c'est ce qui en fait aussi la réussite. Donc voilà, après, est-ce que moi je crois à l'être humain dans le sens où chacun peut réussir et où chacun a vraiment des étoiles au fond de lui, etc. Parfois oui, parfois non. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je me dis, oui, il y a vraiment tout le monde, chaque être humain est magnifique, etc. Et à des moments quand je vois, sans paraître hautain ou quoi que ce soit, mais la débilité de certains ou des gens vraiment qui sont profondément méchants ou malhonnêtes, peut-être que c'est un peu moi qui suis dans une utopie et que c'est pas fait pour tout le monde d'être heureux et d'attirer à soi des belles choses, quoi. Mais bon, Ouais. ça c'est par période, ça dépend de ce qui se passe dans C'est ma vie. intéressant, ouais, ok. Et j'avais une question du coup que je voulais te poser. Est-ce que toi tu es pour les relations horizontales full ou tu penses que c'est important d'avoir certaines relations verticales? Imaginons une figure d'autorité comme un coach sportif ou un parent. Est-ce que pour toi le meilleur coach ça devrait être un best friend, le meilleur parent ça devrait être un best friend? Ou pareil tes collaborateurs au final vous tombez tous amoureux d'un projet donc j'ai l'impression que vous êtes sur la même longueur d'onde. Moi personnellement c'est ma philosophie, c'est ce qui m'a toujours inspiré avec certaines boîtes de la Silicon Valley, c'est comme ça que je veux faire tourner Step Up, qu'on n'ait pas de rapport hiérarchique. Comment tu vois ça, toi? Est-ce que tu penses que c'est quand même obligatoire d'avoir des rapports hiérarchiques ou qu'on peut monter une boîte extraordinaire en restant horizontal? Je pense que ça dépend des situations. Beyond c'est très horizontal et à mon avis c'est aussi une des belles raisons, enfin une des raisons du succès de l'entreprise. J'imagine. Maintenant, comme dit, ça dépend des situations. Je pense que dans le sport, si tu vas t'entraîner avec ton pote, tu t'entraîneras bien moins bien qu'avec un coach. Si tu t'engages auprès d'un pote en mode je vais perdre 10 kilos avant temps ou je vais faire tant d'euros avant temps, c'est bien moins engageant que si tu le fais avec un coach ou avec quelqu'un qui a des attentes vis-à-vis de toi. Donc à mon avis, il y a des deux. Et ouais, ça dépend des situations, des objectifs, etc. Ça dépend vraiment du contexte. Je pense que les deux fonctionnent, mais en tout cas, c'est pas à négliger la partie horizontale
parce qu'elle est surpuissante et je le vis tous les jours. Ok. Ouais, top. Ouais, pour moi, c'est quelque chose qui est clé et c'est vraiment tomber amoureux d'un projet commun, d'aligner l'horizontalité à l'amour parce que la verticalité peut créer de la compétition et des choses qui vont freiner un projet, tu vois ce que je veux dire? Ils vont créer des relations malsaines, des manques de compréhension, de gestion d'émotions. Donc oui, je pense qu'un très bon coach qui a une relation verticale et en même temps horizontale, peut-être que c'est bien parce que de temps en temps, c'est comme un parent, c'est vrai, oh, tu es en train de faire n'importe quoi là. Calme-toi, tu vois, là, redescends et on va faire les choses correctement. Mais je sais qu'il y a un rapport hiérarchique très français. Alors après, moi je suis au Canada et je connais pas beaucoup non plus de boîtes françaises qui a l'air d'être vite verticale, tu vois. Et pour moi, c'est quelque chose qui met des bâtons dans les roues à beaucoup de projets et d'entreprises. Donc c'est top d'avoir ton partage là-dessus. Bon, je voulais parler un petit peu de tes passions parce que j'ai vu un peu que tu collectais des cartes Pokémon ou que tu avais été là-dedans. Est-ce que c'est. Enfin, si tu voulais en parler de temps en temps parce que c'est intéressant. On voit que tu es vite obsessionné dans quelque chose. C'est aussi une qualité pour moi de succès. Est-ce que tu veux un petit peu parler de ça ou d'autres passions si tu veux? En fait, je pense que je suis principalement quelqu'un de très curieux. Donc, disons que j'ai pas spécialement une ou deux passions. J'en ai plein et du coup, aucune à la fois aussi. Parce que tu peux pas être passionné d'un milliard de choses. La chose, je pense, là, comme je dis, c'est que ouais, je suis curieux et quand je rentre dans quelque chose, j'ai envie de tout comprendre très vite jusqu'à un stade auquel j'ai pas non plus envie de le master, mais j'ai envie d'être assez expérimenté dedans parce que ça m'intéresse, hein, tout simplement. Sans but précis, hein, c'est vraiment de la nourriture pour mon cerveau, entre guillemets. Donc oui, il y a eu Pokémon, ça doit faire 2 ans, je pense que je collectionne des cartes. Il y a eu, franchement, il y a eu le poker hein, aussi depuis 2 ans, où pareil, je me suis pris de passion pas mal pour ça. Je sais pas, il y a eu le sport, il y a eu la nutrition, il y a eu une tonne de domaines, il y a eu même la spiritualité, en fait, les relations, le développement personnel, enfin franchement, il y en a eu plein, et en fait, c'est par période dans ma vie où à des moments, je découvre quelque chose et je me dis, waouh, là, j'ai envie de pousser. Et je pousse, et après parfois j'en pars ou je conserve, je décide. Je sais pas si je ferai du poker toute ma vie, aujourd'hui j'ai envie de te dire oui, parce que ça me paraît une évidence, mais me connaissant, c'est possible que dans 2 ans, je dise bon, j'ai plus envie et que peut-être je reprenne plus tard ou peu importe. Ou quand j'aurai fait le tour, c'est aussi souvent à ce moment-là que ça me gonfle un peu, tu vois, le développement personnel. Moi j'ai découvert ça quand j'avais 14 ans, de mes 14... Après moi, il faut savoir, parce que pour mon âge et tout, pour que tout le monde comprenne bien, en gros, j'ai sauté 2 classes scolairement. C'est pareil, je le dis pas souvent, mais en gros, j'ai 2 ans d'avance. Du coup, quand j'avais 14 ans, j'en avais entre guillemets comme 16. C'est-à-dire, j'étais en classe avec des gens de 16 ans. Donc, et moi, dans ma tête, j'avais 16, entre guillemets. Je me considérais comme 16. Donc, à 14, j'ai découvert le développement personnel. Et j'en ai eu une bonne claque pendant genre 2-3 ans à tout lire, essayer de tout comprendre, etc. Ensuite, j'ai tout arrêté, mais ça reste au fond. Et là, en ce moment, ça revient. Ça doit faire 1 an que c'est bien revenu. Donc, ouais, il y a un peu mille et une passions. C'est surtout que quand je rentre dans quelque chose, j'ai envie de comprendre. Tu le fais à fond jusqu'à ce que tu deviennes expert, quoi, que tu aies compris les choses. Ouais. Ou sinon, je le fais pas du tout. Ok. Sinon, j'y vais pas, quoi. C'est cool, tu parles d'école, tu parles de sauter des classes. Ça m'amène une question. Qu'est-ce que tu penses de. Est-ce qu'on t'a considéré surdoué? Est-ce qu'on t'a donné des étiquettes quand tu étais jeune? Et qu'est-ce que tu penses du quotient intellectuel, toi? Est-ce que tu as déjà fait des tests ou comment tu le jugerais de ta vision? En gros, j'ai sauté des petites classes. J'ai sauté la 3e année de maternelle et le CM1. Et en gros, à ces moments-là, ce qui se passait, c'est qu'en cours, j'allais trop vite. Mais moi, je m'en souviens presque plus. Mais j'allais trop vite par rapport au cours. Et c'est les profs qui demandaient à mes parents de venir pour discuter. Donc, j'ai sauté la première classe. En fait, donc, j'ai fait un test de QI, mais je m'en souviens plus. J'avais 4 ans au moment de la première classe. Et ensuite, j'ai sauté la 2e. Et là, c'était un choix qui était assez compliqué parce que ma mère voulait pas, mon père voulait. C'est des trucs qui sont vite assez touchy, tu vois, d'arriver, d'avoir 2 ans de moins que tout le monde, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma mère s'est beaucoup renseignée sur ce que c'était, je sais pas, le QI, toutes ces histoires-là. Et la conclusion qu'elle en a eue, c'est de jamais m'en parler et de tout le temps me dire que j'étais pas surdoué. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, moi, j'ai jamais su que j'étais, entre guillemets, attention, hein, parce que j'y mets vraiment des énormes guillemets, parce qu'après, je détaillerai, entre guillemets, du coup, surdoué. Et je me suis jamais considéré comme surdoué. Et ma mère, elle me disait tout le temps, t'es comme tout le monde, et tu dis ton âge à personne, et t'es comme tout le monde. Et moi, quand j'arrivais à la maison et que je disais, maman, j'ai eu 17, il y a personne qui a eu 7, enfin, je suis le meilleur de la classe, etc. Elle me disait, t'es le meilleur des cancres. Donc en gros, toute la classe, ils sont nuls, et toi, t'es le meilleur des nuls. Donc t'es pas le meilleur des meilleurs, t'es le meilleur d'une classe qui est pas forte. Ouais. Où est-ce qu'on peut rencontrer tes parents? Ils ont l'air exceptionnels. Et du coup, en fait, moi, je me suis jamais surestimé. Et j'ai toujours pensé que j'étais normal. Et quand il y a des gens qui apprenaient mon âge, parce que pendant toute ma scolarité, de mon CM2 à la terminale, ça s'est su de temps en temps, même si je le disais pas, les gens, la première réaction qu'ils avaient, c'est ah, t'as sauté 2 classes, t'es surdoué. Et moi, je leur répondais avec toute franchise non, parce que j'étais sûr que c'était pas le cas, parce que ma mère, elle m'avait toujours dit non. Et du coup, je disais non, je suis pas surdoué, juste
Genre, j'ai sauté des classes parce que je sais plus quoi, j'ai appris à lire avant, genre, je savais lire avant, donc ils m'ont fait sauter et tout. Mais j'étais pas surdoué. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu 17 ans, quelque chose comme ça, je sais plus quand. Donc à ce moment-là, ma mère m'a dit, ouais, Armand, je pense que c'est le moment pour toi de savoir. Va à cet endroit dans la maison, dans ton dossier scolaire, machin, et regarde ça. Et là, j'ai découvert mon test de QI quand j'avais du coup 17 ans. Ok. Et là, ça m'a choqué parce qu'en fait, ce qui est impressionnant, c'est que le test, je l'avais fait quand j'avais 4 ans. Et en Mhm. gros, ça liste des points, ça liste des trucs que tu sais pas, des patterns, disons, que tu as, Ok. que j'avais à 17 ans. Ah oui. Typiquement, les choses dans lesquelles j'étais mauvais. En fait, la dame avait listé à mes 4 ans que je Ta serais vie. mauvais, enfin, Ok. que j'ai. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Que Vas-y. j'étais pas bon en calligraphie, en dessin, etc. J'ai jamais su bien écrire, j'ai toujours été une énorme quiche pour dessiner quoi que ce soit. Ok. En vision dans l'espace, c'est peut-être le vision dans l'espace, c'est peut-être le truc dans lequel je suis le plus mauvais. Ok. Donc après, je suis pas explosé, mais franchement, je suis pas très bon, surtout pour faire des sports dans lesquels il y en a un peu besoin et tout. Je comprends rien et je le sens que je suis pas bon. Me repérer dans des parkings, je suis vraiment pas bon. L'orientation, je suis nul. Les routes et tout, je comprends rien. Et par contre, il y avait d'autres trucs dans lesquels j'étais vraiment excellent et que j'ai retenu au final, enfin, qui sont restés. Et ça, je l'ai découvert à 17 ans. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai un peu pris ça comme un acquis. Et je me suis dit, ah bah ok, du coup, typiquement en logique, je suis très bon, en maths, etc. Et en fait, je me suis dit, bon bah, je vais aller aux examens sans réviser parce que j'aurai 20 quoi qu'il. Et du coup, c'est ce que je faisais. Et j'avais 20 quoi qu'il. Ok, Ah, c'est quand cool. même. Ok. Ouais. Mais le problème, c'est qu'en fait, ça t'apprend pas à travailler, ça t'apprend pas à réfléchir. Et tu commences un peu, j'ai pas envie de dire à prendre la grosse tête, mais pas loin. Mais Et c'est oui. ce que ma mère, elle voulait pas qu'il se passe Hmm. quand j'étais petit. Mais oui. Et c'est ce qui s'est pas passé. Et c'est ce qui, du coup, a fait que pendant toute ma vie, dans ma tête, j'étais pas surdoué. Et encore aujourd'hui, dans ma tête, je me suis tellement Bien fait sûr. fasciner que je l'étais pas, que je le suis pas. Ça a été super bien géré pour moi, toute cette histoire, parce que pendant toute ma scolarité, je me suis toujours senti normal. J'ai toujours dit à tout le monde que j'étais normal. Dans ma tête, j'étais normal. Et donc, j'ai jamais rien subi, en fait, de ça. Personne le savait. Je faisais la même taille que tout le monde. Donc, personne me voyait comme un petit ou quoi. Pour moi, le QI, ça veut tout et rien dire, en fait. Pour moi, en fait, le QI, au final, je me suis jamais trop renseigné sur ces choses, mais c'est la vitesse à laquelle tes synapses vont aller et l'information va faire le lien, en fait, dans ton cerveau. Donc, ok, peut-être que je vais plus facilement retenir certaines choses ou plus facilement faire des connexions ou des liens avec des trucs. Mais si tu colles, ça c'est comme une grosse source d'énergie, disons. Si je la colle à du vide, bah, il va rien se passer. Donc, il faut quand même faire un max de choses pour que ça devienne utile. Et il y a une tonne de surdoués, du coup, et c'est ça que ma mère voulait éviter, de gens avec haut potentiel, machin, blabla, et j'aime pas Oui, me considérer voilà, comme ça, mais j'avais au envie final, de dire c'est comme c'est un ça. peu le cas Ok. qui échouent en fait parce qu'en fait ils se pensent surhumains dès le début et ok Voilà. ils le sont mais à la fin bah, ils sont bien moins bons que des gens qui ont appris à bosser et qui ont appris à aller dans le bon sens quoi. Merci, je pense qu'il y a des gens qui t'écouteront, qui sont passés en Twitch, je vais pas citer de nom, mais à qui, à mon avis, ton discours fera du bien. Et moi, je pense que c'est dramatique, hein, je vais être un peu extrême, mais les étiquettes HPI, HPE, TDAH, QI surélevé, parce qu'en fait, du coup, ça crée soit de la surconfiance, soit le fait que bah, je suis pas normal, je viens pas de ce monde, donc il y a des gens qui même se suicident à cause de ça, hein, vraiment. Donc c'est pour moi très dangereux et tu as eu une maman exceptionnelle. Donc bravo à elle de te dire que sauter 2 classes, c'est la norme et j'espère que si vous êtes parents et que nous, on arrivera aussi à faire ça en tant que parents quand on a des enfants, parce que si on veut que les humains se rassemblent et avoir un monde meilleur, comme en tout cas c'est mon utopie, bah c'est pas en disant toi t'es cette case-là, toi t'es cette case-là, toi t'as un QI comme ça, toi t'as un QI comme ça, parce que du coup t'éloignes les potentiels, plus gros potentiels, qui est sans doute qui tu es, tu as un plus gros potentiel que l'average, mais si tu les éloignes de l'humain, comment tu veux faire évoluer l'humain? Alors que si tu le rapproches de l'humain en lui disant que tu es normal, tu vas, grâce à ton QI plus développé, faire avancer l'humain, tu vois. Et moi, je pense que ce qui est dramatique et ce qui est triste, c'est que souvent, on les met dans des cases et les gens font que se poser des questions et se perdent au lieu de faire avancer l'humanité, tu vois. Donc, franchement, Ouais, c'est et je dirais top. carrément au-delà de l'humanité parce que je pense que ma mère elle allait pas jusque là quand elle faisait ses choix, elle pensait qu'à moi. Mais en fait, ça m'a fait, moi, personnellement aussi, beaucoup de bien parce que je le découvre plus tard. Mais heureusement qu'elle ne m'a pas dit avant. Et heureusement que quand j'étais en CM2, j'ai pas eu dans la tête le bah, de toute façon, si tu révises 6 fois moins que les autres, tu vas réussir 6 fois plus. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que tu vois, moi, toute ma scolarité, j'avais des facilités, mais j'ai compris plus tard, en fait, pourquoi. Ok. Et en fait, dans ma tête, toute ma scolarité, j'étais persuadé que j'avais des meilleures méthodes de révision que les autres. Et je me disais juste, moi, j'ai des meilleures méthodes de révision. T'as juste les outils, Donc, c'est quoi. donc c'est pour ça que je défonce tout. Ouais. Parce que typiquement, je sais pas, t'avais des gens qui faisaient des fiches, etc. Bah moi, je récupérais leurs fiches, donc déjà, je perdais pas tout le temps de les faire. Ouais. Et ensuite, les fiches, ma Non, façon non. de les réviser, je sais pas, dans ma tête, je me disais, plutôt que de la lire 60 fois, genre, je vais faire d'autres choses, ou j'en sais rien, je sais pas. Mais du coup, je me disais, c'est mes méthodes qui font que
j'ai réussi mieux à l'école. Je vais quand même te poser une question qui relie là-dessus. Tu as été familier avec cerveau gauche, cerveau droit, intelligence rationnelle plus logique et intelligence émotionnelle? Parce que dans le poker, on en parle beaucoup. Il y a des profils, tu sais, qui sont très maths, GTO, qui mettent de côté presque toutes les émotions, qui veulent être un robot et en fait juste avoir la meilleure cote du pot et le plus fort mathématicien. Et tu as des joueurs qui vont plus être dans la psychologie et l'artistique quand ils jouent, donc dans l'intelligence émotionnelle et comprendre en fait l'humain, comment il va jouer. Quelle approche tu as par rapport à ça? Est-ce que tu penses que c'est des sujets que tu as étudiés ou qui sont naturels pour toi? Qu'est-ce que tu penses de ces deux intelligences? Je les ai jamais étudiés. Je pense que c'est bien d'avoir un peu comme partout un équilibre, un mix entre les deux, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et les gros geeks super chauds, etc. Bon, pour le poker, je sais pas, mais en tout cas dans la vie, souvent ils créent, je sais pas, des techs super stylés, mais ils arrivent à les partager à personne. Et après, tu as à l'inverse des mecs qui ont des super idées, qui veulent les partager à tout le monde, mais qui sont incapables de créer la tech. Donc, font un petit mix. Et à mon avis, le cerveau, c'est la même chose. Mais non, j'ai Créer jamais l'équilibre. étudié ça et je suis pas du tout bon sur le sujet. Créer l'équipe. Toi, tu te dirais que tu es équilibré sur les deux, selon toi? Si tu devais Moi, je sais que t'introspecter? ouais, je pense que je suis même bien équilibré parce que je suis très émotionnel. Oui. Je marche beaucoup avec le cœur et à l'humain. Mm. Et à la fois, je sais que ma tête tourne dans le bon sens aussi. Donc, je pense que dans l'ensemble, ça va. Mais je me demande même si je suis pas plus émotionnel que matheux, entre guillemets. Bah, je dirais que oui, parce que c'est rare quand même d'offrir un mois à tous ces employés à Bali pour aller vivre cette expérience. Mais même si tu as eu un grand succès, beaucoup deviennent très greedy et veulent garder beaucoup l'argent et pas forcément le redistribuer. Donc c'est top. Et il y a quelque chose qui est intéressant aussi, que j'ai remarqué souvent dans les business successful, c'est que c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont pas équilibrées, donc c'est intéressant de s'équilibrer. Moi, je me considère par exemple plus émotionnel que rationnel et que maths. Mais de ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu t'associes avec une personne qui a l'extrême, l'intelligence inverse, bah, ça fait un peu des étincelles. Personnellement, parce que je peux parler que de mon expérience, quand je parle avec des gens qui ont un cerveau gauche très développé et très rationnel, c'est incroyable comme ils me créent des déclics. Je fais, tu sais, j'ai l'impression d'être un benet. Je fais ah ouais, ah ouais, ah ouais. Et genre, du coup, tout devient beaucoup plus logique. Et mes performances personnelles explosent. C'est dingue. D'ailleurs, pour faire le parallèle avec le poker, c'est par exemple, ma femme est comme ça, est très logique et très rationnelle, et t'es sans doute avec un QI très développé qu'on pourrait considérer comme HPI, même si j'aime pas mettre des étiquettes. J'ai eu un premier partenaire poker qui est Clément Genon, qui est notre associé ici. Vous avez pu voir venir, qui est plutôt comme ça. Mais c'est pareil, j'aime pas mettre des étiquettes, mais en tout cas, c'est ce que j'ai plus vu chez eux. Et pour ceux qui connaissent, il y avait Artplay, avec qui moi, c'est quelqu'un qui m'a vraiment fait exploser ma carrière, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Poker apprivoisé pour les débutants, qui a été un commentateur de la Club Poker Radio, l'un des joueurs les plus intelligents de tous les temps, qui avait parlé de crypto-monnaie intelligent, comme on peut le dire, quoi, qui avait parlé de crypto-monnaie sur une chaîne YouTube, et qui m'a vachement aidé à comprendre plus de choses. Et je trouve que c'est top. Évidemment, si vous arrivez à vous élever sur ces deux cerveaux de manière équilibrée, c'est cool. Mais si vous sentez que vous avez plus un extrême vers l'un que vers l'autre, c'est vachement cool d'aller poser des questions à ceux qui ont l'extrême inverse. Parce que ça vous permet d'équilibrer tout simplement. C'est comme ça qu'on muscle son cerveau. Et moi, j'ai vu la diff à chaque fois dans plein de moments de ma vie, quoi. Dans l'entrepreneuriat, il y a un truc qui se dit souvent, c'est les gens font souvent l'erreur de s'associer avec eux-mêmes, Ouais, alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Ouais, Et le truc, c'est que quelqu'un avec qui tu vas te lier d'amitié très très vite, bah, c'est quelqu'un qui est exactement comme toi. Et du coup, tu vas dire dans l'euphorie, ah bah viens, on lance une boîte ensemble. Mais le problème, c'est que cette personne-là, si c'est toi, tu t'associes avec toi, tu divises juste par deux le même potentiel, ça sert à rien. Ouais. Du coup, il faut aller souvent s'associer avec quelqu'un qui t'apporte quelque chose de drastiquement opposé. C'est parfois un peu compliqué au début parce que tu te dis putain, mais on bosse pas pareil. Mais c'est ça qui va faire que ça va marcher, c'est un puzzle en fait. Et c'est Oui. idem dans les relations de vie, etc. Moi, j'ai une tonne d'amis qui sont très différents de moi, mais qui au final, on se complète super bien. Et c'est en se connaissant qu'on découvre à quel point chacun apporte sa partie du puzzle, plutôt que d'être une bande de 5 personnes qui n'évolueront jamais parce qu'elles sont les 5 pareilles. Ouais, et au final, on m'a dit quelque chose récemment qui m'a foutu une vraie claque. Souvent, quand tu veux te rapprocher de trop de personnes qui te ressemblent, c'est que tu t'aimes vraiment trop. C'est qu'en fait, tu veux trop t'aimer, c'est toi-même au final. Tu t'aimes tellement que tu veux aller chercher que de la consommation des personnes qui te ressemblent. Et tu veux pas aller chercher tous tes défauts, ce que t'as pas compris encore, qui te foutent des claques de vie, tu vois. Et du coup, t'as trop envie de te donner trop d'amour. Donc, tu veux trop de self-care et tu restes que dans ce monde-là. Ouais, Donc, ça fait sens, ouais. posez-vous cette question, c'est intéressant.